Donc bonjour à tous, bienvenue. Donc j'ai en effet le plaisir aujourd'hui de retrouver Julien Maurice pour co-animer ce webinaire, donc qui est organisé dans le cadre de la communauté des talents pédagogiques, qui pour rappel a plusieurs objectifs. Déjà valoriser tous les acteurs impliqués dans le développement pédagogique, offrir un espace de partage, d'échange autour des pratiques pédagogiques, et puis favoriser les mises en relation, les mutualisations, les échanges au sens large autour de la pédagogie. Et donc aujourd'hui, Audrey Canal va nous parler de l'accompagnement de la conception des supports pédagogiques intégrant la réalité augmentée. Donc en effet, on pourra ensuite échanger après la présentation. Il y a aussi le canal Discord dédié au sujet qui est à votre disposition. Donc Audrey, merci à toi. Je te laisse te présenter et puis démarrer ta présentation. Oui, bonjour à tous. Je vous remercie la communauté des talents de m'accueillir pour parler effectivement d'une pratique pédagogique là sur l'intégration, l'accompagnement à la conception des supports qui intègrent la réalité augmentée. Je vous ai préparé donc de façon très traditionnelle un diaporama avec PowerPoint. Oui, la présentation, comme l'a dit Julien, autour de peut-être 30-40 minutes, ça dépend si je suis bavarde ou pas, plus ou moins stressée ou pas. Voilà, donc, je vais partager mon écran. C'est Toujours bon? C'est parfait. Merci, Julien. Donc, accompagner la conception des supports pédagogiques intégrant la réalité augmentée, des témoignages de mes collègues, enseignants-chercheurs, et puis des questionnements, beaucoup de questionnements. Et peut-être qu'ensemble, après cette présentation, on pourra répondre peut-être à ces interrogations. Donc, je vous présente le contexte un peu en fait de ce projet. Je suis ingénieure pédagogique donc à l'école d'ingénieurs de Purpan, qui est une école qui prépare à l'ingénierie agronomique. Mes missions, de façon très classique, c'est l'accompagnement des équipes pédagogiques, la mise en place des dispositifs de formation. Je travaille sur l'innovation pédagogique. Bien sûr, je suis chef de projet pédagogique. J'ai aussi lancé en fait des travaux de recherche sur une thématique qui me tient à cœur, l'apprentissage et la réalité augmentée. Mais là, c'est ma casquette en fait d'ingénieur pédagogique qui me fait venir aujourd'hui vous rencontrer, vous, la communauté des talents pédagogiques. J'adore ce nom, communauté des talents pédagogiques, je trouve ça trop bien trouvé. Donc, le contexte de ce projet, toujours, c'est bien en fait l'INPEI Purpan, une école d'ingénieurs, des sciences du vivant, de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc, c'est une école centenaire à Toulouse et qui propose en fait un cursus d'ingénieur et d'agro-bachelor en 3 ans. 3 campus en fait pour cette école, de 10 plateformes et laboratoires et puis 5 équipes de recherche. Donc parmi les campus, on a le campus de la Motte, dont nous sommes très fiers, c'est-à-dire une ferme, une vraie ferme avec 120 vaches, bientôt des poulets. Et c'est une véritable unité de production qui sert à la fois de plateforme de recherche, mais aussi de plateforme pédagogique, puisqu'on accueille en fait nos étudiants à la ferme pour des travaux, des TD. C'est bien sûr le site de Purpan à Toulouse. Alors, je ne sais pas s'il y a des Toulousains parmi l'auditoire. Vous connaissez sans doute l'école et puis son parc, son magnifique parc pratiquement au centre-ville. Un peu de verdure dans la ville, c'est très agréable. Et enfin, il y a un 3e campus qui est arrivé, qui était déjà présent avant le Covid, mais qui a vraiment en fait pris toute son ampleur lors du Covid. C'est le campus numérique. Bon, alors, on a un LMS Moodle que vous connaissez, mais ça reste quand même notre campus numérique. 1500 étudiants, 75 enseignants-chercheurs, et nous, on travaille en fait à 400 métiers dans le domaine en fait des sciences du vivant, de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc voilà le contexte. Le contexte pédagogique maintenant, et dans ce sens-là et pas l'inverse, c'est bien d'abord un contexte pédagogique et après technologique, et non technologique et pédagogique. Purpan donc a orienté sa stratégie vers des pédagogies actives 3.0, comme on dit, en participant à des projets, des manifestations d'intérêt,
et puis en développement de son activité sur sa plateforme. Quelques exemples en fait de projets. On travaille sur un projet qui s'appelle Revivre, réalité virtuelle, viticulture et arboriculture. L'objectif de ce projet, c'est de créer un simulateur qui permette d'apprendre la taille de la vigne. Donc ça, c'est de la VR. On est impliqué aussi dans HIL. HIL, c'est Hybrid Innovation Learning Lab. Et là, on travaille sur l'hybridation en fait des contenus dans le domaine de l'agroalimentaire. Et autre exemple, DigiAgro. Et là, il s'agit en fait de travailler sur des modules qui permettent de se former sur des thématiques du biocontrôle. Voilà. Donc une activité qui forme un contexte et qui favorise en fait finalement une acculturation des équipes. Mais je viendrai plus tard expliquer à quoi ça correspond. Le contexte en fait pédagogique, mais aussi technologique, c'est bien en fait le contexte des technologies immersives. Alors, si vous le permettez, je vais revenir donc sur la définition de ces technologies immersives. Donc, on est bien sur de la XR, Extended Reality. Ça comprend de la réalité augmentée, RA, plus joli en anglais, ça fait AR. Bon, là, ça fait RA. La réalité mixte et puis de la réalité virtuelle. Je ne parlerai pas de la virtualité augmentée, mais pour en schématiser, dès qu'on est bien en fait sur des interrogations sur ces trois sortes de en fait formes de réalité. Sur ce petit schéma, vous voyez en fait la partie en fait environnement réel et l'équipement qu'il faut, et puis de l'autre côté, donc on passe en fait dans de la réalité virtuelle, donc c'est une autre technologie et une approche un peu différente. Je me suis permis de rappeler en fait l'apparition en fait de la XR. Finalement c'est vieux. Dès 1900, on a ces idées là en fait de technologie immersive, mais il faut quand même attendre en fait les premiers appareils dans les années 60, qui étaient monstrueux. C'était des gros trucs. Je sais pas que vous vous souvenez, mais j'imagine que vous avez des infos par rapport à ça. Et puis, en fait, les années 2000, c'est vraiment la création, grâce à la miniaturisation, je ne sais pas si j'ai bien le concept, pour expliquer qu'en fait, les appareils vont devenir de plus en plus petits. Et donc, du coup, ça va permettre, en fait, l'accès au grand public de toutes ces technologies. Voilà pour quelques repères en fait, temporels. Dans ce contexte, en fait, on peut peut-être rappeler en fait des promesses et des limites que proposent les technologies immersives. Dans les cas d'usage, on voit qu'en fait ces technologies nous promettent en fait des améliorations dans la formation, dans l'assistance en fait en termes de mobilité, dans la collaboration ou alors dans le marketing et la communication. Les secteurs impactés, ce sont des secteurs plutôt du secteur tertiaire et du secteur secondaire. Donc, les activités du tourisme, de la communication, du commerce et des loisirs sont preneurs de ces technologies immersives et intègrent ça dans leur pratique professionnelle. Le soin aussi. Puis, dans le secteur secondaire, on a l'industrie qui utilise déjà en fait des technologies immersives pour travailler. Donc ça, c'est un peu les promesses, les cas d'usage. Il y a quand même malgré tout des limites, et notamment la limite du coût, coûte cher, très cher. Et puis la difficulté de l'intégration de ces pratiques en fait professionnelles, et notamment dans en fait l'intégration dans les pratiques pédagogiques. Donc voyons maintenant la conception des supports. Le choix en fait de la technologie immersive, bon, vous le savez déjà, hein, c'est pas de suspense, c'est la réalité augmentée. Voyons aussi la méthode et puis un peu comment ça s'est organisé à Purpan. La stratégie de l'accompagnement, je parle vraiment de stratégie pour pouvoir en fait accueillir et proposer aux équipes pédagogiques d'entrer dans cette façon de faire et d'intégrer les technologies immersives dans leur pratique professionnelle.
Donc, sur cette frise chronologique, je vous ai indiqué en fait comment on a pu en fait documenter ces équipes pédagogiques, donner à voir ce que pouvait faire en fait la réalité augmentée, et puis accompagner ces équipes pédagogiques pour pouvoir créer des projets et entrer dans des projets qui intègrent la réalité augmentée. Donc de façon très basique, d'abord la documentation s'est faite de façon ponctuelle, mais aussi régulière sur plusieurs années. L'actualité hebdo a permis une acculturation, je dirais, par degré et toutes les semaines via l'actualité hebdo. C'est une petite en fait newsletter qui paraît toutes les semaines et qui donne aux équipes pédagogiques de l'information sur la pédagogie. Et par ce biais-là, bien sûr, j'ai pu donner de l'information sur les différentes technologies immersives et de ce qu'on pouvait en faire. Toujours dans cet aspect de documentation, j'ai proposé en fait un SPOOK au sein de PurePan de 4 semaines. Ce SPOOK avait en fait l'ambition de donner en fait des informations sur les différents concepts, les différentes technologies immersives, et puis déjà de faire participer des premières en fait retours d'expérience au sein de l'établissement. Donc 4 semaines avec des supports très light, une petite vidéo à regarder, un petit quiz et ensuite la possibilité de participer à un webinaire. Et tout ça pour pouvoir en fait favoriser l'acculturation des équipes pédagogiques. Et puis dans le donner à voir, l'idée c'était bien sûr de montrer, voilà, sur cette petite vidéo, vous pouvez voir en fait un guide. La création de ce guide pédagogique a permis de structurer un peu les besoins des équipes pédagogiques. Et puis, on y a en fait intégré la possibilité d'avoir des conseils via la réalité augmentée. Donc là, vous me voyez, mais l'idée, en fait, c'était de faire partager l'ensemble des enseignants-chercheurs qui utilisaient des outils, en fait, pour animer leur pratique pédagogique et de se retrouver dans ce petit guide. Donc, en tournant les pages, vous scannez en fait la page et vous avez un collègue qui vous donne des informations, des conseils sur comment digitaliser son cours, comment animer son cours. C'était une première approche. Ça permettait en fait de montrer ce qu'on pouvait faire. Ensuite, l'idée c'était pour les accompagner de créer des ateliers de formation qui permettaient de fabriquer ces supports. Donc très régulièrement, cette année, je suis passée à une fréquence qui correspond aux interruptions de cours, c'est-à-dire pendant que les étudiants sont en vacances scolaires, les enseignants-chercheurs n'ont pas forcément pris de vacances et à ce moment-là, ils préparent leurs cours. Donc, je propose des ateliers de formation et au sein de ces ateliers de formation, je propose une demi-journée sur comment concevoir une ressource pédagogique. L'idée, c'est qu'ils viennent avec leurs propres ressources, avec leurs propres idées, leurs propres projets, et à la fin de cette demi-journée, qu'ils sortent avec une maquette ou au mieux la création en fait d'un support pédagogique. Voilà. Et bien dans ce cadre-là, en fait, l'idée, c'était de leur proposer de fabriquer la maquette qui intégrait la réalité augmentée. Donc ça permettait l'accompagnement, d'animer l'accompagnement. Voilà pour la stratégie d'accompagnement. Maintenant, je voudrais vous parler du choix de la technologie immersive, donc la réalité augmentée. Donc, je vous ai remis en fait le diagramme de la frise de continuum de Milgram et Kishino. À PurePan, notre axe que je vous présente ici, c'est bien en fait la réalité augmentée qui est utilisée et intégrée. Vous avez ici une première illustration d'un support augmenté. Pourquoi utiliser cette réalité augmentée? Pourquoi ce choix? Eh bien, parce que cette technologie immersive est presque accessible rapidement, est accessible non seulement par les étudiants, parce qu'ils utilisent leur téléphone portable pour pouvoir scanner les documents ou alors visionner des supports 3D.
et accessible aussi aux équipes pédagogiques parce que l'intégration, la fabrication en fait des ressources ne demande pas tant que ça de temps. Donc une conception, une production rapide, ce qui permet de voir les effets et donc d'engager en fait l'enseignant-chercheur. Le coût, on utilise aussi la plateforme ArgoPlay et finalement, on va dire, c'est pas si cher. Et puis, la littérature nous rappelle que finalement, la réalité augmentée, ça a aussi quelques avantages. Il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de cybercinétose. Ça permet aussi de créer des environnements d'apprentissage. Et puis, pour certains chercheurs, ils ont constaté une baisse de charge mentale. Alors, la méthode de conception est traditionnelle, c'est la méthode AGI. On a fait une analyse du besoin du profil des apprenants. Donc là, on analyse plusieurs critères. Donc, son besoin en termes d'apprentissage, bien sûr, par rapport au cours, mais aussi son appétence au numérique, son équipement, c'est-à-dire quel device il a, quel téléphone portable. Ça, c'est important aussi pour pouvoir mettre en place pour le plus grand nombre en fait ces supports avec réalité augmentée. Et puis la qualité, c'est-à-dire que vous avez sans doute remarqué que certains apprenants, là je parle de jeunes adultes d'une vingtaine d'années, n'ont pas forcément un appareil avec un écran en fait nickel, et il faut prendre en compte ça parce que ça peut effectivement avoir un impact sur l'utilisation et l'usage de ces supports augmentés. Donc sur cette base en fait d'analyse, on passe à la deuxième étape de cette méthode, le design, donc la structuration en fait de l'expérience et de la scénarisation pédagogique, avec les questions comment on va intégrer ça dans le scénario. C'est la réflexion de l'enseignant-chercheur qui doit s'interroger sur le support qu'il utilise, le support qu'il veut créer et comment en fait il doit modifier son scénario pédagogique pour qu'il y ait cette fluidité. C'est vraiment le cœur du travail. Et l'accompagnement, il est bien là, à ce niveau-là. Et ensuite, phase 3, on est dans le développement, classiquement, avec la production des supports. C'est là qu'interviennent en fait les prestataires. Et cet aller-retour qu'on fait entre l'expertise de l'enseignant-chercheur qui va valider ou pas finalement ce que produit le prestataire, en termes d'image, en termes de modèles. Ça aussi, c'est un moment important du projet, un moment charnière. Et l'accompagnement, en fait, en tant qu'ingénieur pédagogique, était ciblé sur le dialogue entre l'expert, l'enseignant-chercheur, et puis le prestataire qui produisait des supports. Et quatrième étape, c'est bien sûr l'implantation, les premières séances en fait de tests sur des petits groupes pour en fait une diffusion plus large. Et une dernière en fait étape, c'est l'évaluation. Donc nous avons procédé à une évaluation selon le modèle Kirkpatrick, mais seulement au niveau 1 et 2. Voilà pour la méthode. Les prestataires, je voulais absolument parler directement en fait des prestataires avec lesquels nous travaillons. Premier prestataire, c'est Foxart. Foxart, c'est une petite start-up française. Vous avez sur le diapo le contact, Louis Janin et son associé propose une application qui s'appelle Foxart et qui permet d'utiliser en cours des images, on va dire 3D augmentées, et qui nous a fait, à la demande d'une enseignante chercheuse en chimie, des petites ressources sur la structuration moléculaire, sur la spectrophotométrie ou encore sur le tableau périodique. Et puis le deuxième prestataire, c'est ArgoPlay. Là, il s'agit d'une plateforme qui permet d'augmenter n'importe quel support. Voilà. Et nous, pour notre cas, nous avons augmenté donc des supports papier. Alors, voyons maintenant en fait les résultats. Donc, je regarde le temps. Et les témoignages des enseignants.
qu'est-ce que nous avons créé? Nous avons créé des supports de chimie. Et là, la plus-value de la réalité, c'est bien voir ce qu'on ne peut pas voir, observer le phénomène chimique, ce qu'on peut tourner, manipuler, et puis comprendre, bien sûr. Donc, je vous explique un peu le process. Donc là, il y a aussi une petite vidéo que vous allez voir. Donc, l'étudiant, avec son téléphone, il a téléchargé l'application de Foxar et il peut avoir accès donc à une ressource pédagogique. Ici, vous voyez une étudiante qui manipule avec son téléphone portable une ressource sur la spectrophotométrie. Donc, l'image va se décaler, puis on va aller voir en fait ce qu'ils font. Voilà, et sa voisine aussi. Alors, regarde, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc, elle manipule en fait une ressource sur la spectrophotométrie et elle peut ainsi en fait comprendre finalement le phénomène de la spectrophotométrie. Voilà, merci mesdemoiselles. Deuxième possibilité, deuxième condition, c'est la création de supports augmentés à partir d'une feuille de papier. Et vous avez dans les 4 bulles ici les exemples. Ma collègue a mis en place en fait une feuille de route de son TD sous format papier. Et les étudiants, en scannant, ont des informations de nature différente, vidéo, documents en fait textuels et parfois audio. Ce sont des rappels de cours, ce sont des explicatifs, ce sont aussi en fait des tests de connaissances. Deuxième descriptif de support, nous avons créé un jeu. L'idée, c'était d'avoir une vision systémique d'un itinéraire de production pour fabriquer du vin. Donc, on partait de la grappe de raisin au vin. Et ce jeu de cartes, inventé par mon collègue que vous voyez ici, a permis d'intégrer la réalité augmentée. C'est un jeu de cartes classique de 150 cartes, de 14 lots. Et parmi ces cartes, vous avez 27 cartes augmentées. Là, la plus-value de la réalité, c'est que de donner en fait de l'information aux étudiants selon leurs besoins. Donc, s'ils ont besoin d'avoir des précisions sur, par exemple, quelle technique de taille de la vigne pour obtenir tel vin, ils peuvent scanner en fait la carte et mon collègue apparaît et leur donne en fait en direct des informations. Donc, la question en fait qu'on se pose toujours, c'est finalement en fait quel design pour le support qu'on propose aux étudiants. Nombre de ressources, le type de ressources, qu'est-ce qu'on y met derrière? Est-ce qu'on met de la vidéo? Est-ce qu'on met un document textuel? Là, sur cet exemple, vous voyez en fait mon collègue qui s'adresse aux étudiants et juste à côté, il y a un illustratif, un tableau qui illustre un peu son propos. Je vous disais, je vous rappelais qu'en fait, ma collègue avait donné aussi, avait mis des liens vers des quiz qui questionnaient l'étudiant sur ses connaissances pendant le cours. Donc ça, c'est possible aussi. Et puis, bien sûr, des documents audio. Deuxième question, c'est finalement quel est le design de cet environnement support. Je m'explique. Finalement, créer ces supports, c'est comme créer en fait un environnement d'apprentissage de proximité, je dirais. Et on n'est pas encore, comment dire, déterminé sur finalement tous les critères qu'on peut imaginer pour créer ce design. Mais on peut finalement s'interroger et s'appuyer sur des supports qui ont déjà été créés. J'ai trouvé dans un livre blanc qui parlait de lecture et de création d'espaces d'apprentissage, on va dire présentiel, des grilles d'évaluation, des grilles de lecture que je vous ai mis en illustratif. Et ces supports, finalement, on peut très bien s'interroger en utilisant ces grilles de lecture, s'interroger sur leur organisation, l'engagement qu'ils proposent, l'accompagnement pas distanciel, virtuel et réel qu'on peut imaginer, et puis la pédagogie qu'on peut choisir. On peut aussi, en fait, grâce à ces grilles de lecture, s'interroger aussi sur le modèle que ça induit. Je vous ai mis ces références, là, le modèle Camille.
Je précise que c'est un modèle qui s'interroge sur un espace virtuel, mais finalement, il y a pas mal de transferts à faire. Là, je vous ai donné des grilles de lecture sur des lectures des espaces d'apprentissage présentiels, mais les grilles de lecture sur des espaces virtuels aussi peuvent aider à faire ce travail-là pour pouvoir développer cet espace idéal, on va dire, qui utilise la réalité augmentée. Pour conclure, finalement, cet espace-là que moi j'appelle de proximité, c'est peut-être aussi un environnement hybridé dont il faut prendre en fait conscience et prendre en compte lorsqu'on fait finalement ce travail sur la scénarisation de la séance. En tout cas, on en est là avec mes collègues à s'interroger sur ce design. Alors, on arrive presque à la fin en fait de cette présentation. Je voulais vous présenter en fait quelques témoignages. Donc deux petites vidéos qui vont permettre de vous donner un peu plus d'informations, de contextualisation des deux supports qu'on a aujourd'hui, que je vous présente aujourd'hui. Ça, c'est la vidéo qui vous présentait donc le support Creativini, le jeu de cartes avec des cartes augmentées. Maintenant, je vous montre une deuxième vidéo qui vous parlera donc du parcours de chimie augmentée qu'a créé ma collègue, donc enseignante-chercheuse en chimie. Même musique d'ambiance. Bonjour, je suis Audrey Ric, enseignant-chercheur en chimie à l'école d'ingénieurs de Purpan. Dans le cadre de mes enseignements, j'ai créé un parcours de chimie augmentée dans le but de favoriser une dynamique d'apprentissage chez les étudiants qui suivent mes cours. Ce qui m'a motivée est le constat suivant. Les étudiants pouvaient apparaître parfois plus désengagés ou mal à l'aise lors des séances de travail en travaux dirigés. Comment je l'explique? La chimie ne constituera pas le socle de connaissances de leur futur professionnel. Pour autant, certaines notions de chimie sont essentielles, notamment pour l'ingénieur agroalimentaire qui supervise toute la chaîne de l'innovation alimentaire. Quel est le but? Apprendre des opérations classiques dans le cadre des travaux pratiques, créer des automatismes nécessaires pour que les étudiants puissent se sentir plus à l'aise. Voilà le bilan que je peux faire aujourd'hui. Il se décline en 3 points. Premier point, les ressources proposées ont boosté leur attention. Les étudiants étaient plus concentrés et plus concernés. Deuxième point, favoriser le plaisir d'apprendre et de découvrir avec une ambiance de travail plus calme, moins d'agitation, car la formation est ainsi plus attractive, car plus innovante et plus immersive. Troisième point, le retour des étudiants, enthousiastes, nous incitant à progresser et à créer de nouveaux contenus immersifs. Voilà, quelques éléments de contexte là sur ce deuxième support qui intégrait donc un projet un peu plus large. Donc, excellente transition pour parler en fait du témoignage de mes collègues.
Là, désolée. Donc, j'ai interrogé mes collègues. Olivier Geoffroy, que vous avez vu déjà sur les photos, qui est enseignant-chercheur en viticulture, onologie et analyse sensorielle, et Audrey Rick, enseignant-chercheuse en dans le département de l'agroalimentaire et sciences de l'agronomie, et qui est spécialisée en chimie et aussi responsable de troisième année. Donc, je leur ai posé 4 questions. Et on va voir leur verbatim. Donc, quels sont les retours des étudiants? Donc, Audrey vous a un petit peu expliqué. On va revenir là-dessus. Quel temps de travail? À combien ils ont estimé le temps de travail qu'ils ont dû devoir faire pour pouvoir produire ces supports? Est-ce qu'il y avait eu des difficultés? Donc, Olivier m'a répondu, mais vous allez voir qu'il minimise les difficultés. Et Audrey, pour elle, il n'y a pas de difficultés. Et puis, dernière question, donc, l'intérêt. Quel intérêt il voit finalement à faire ce genre de projet et à intégrer dans la pratique professionnelle les supports avec de la réalité augmentée? On va les écouter. Ça ne dure pas longtemps, ça a quelques secondes à chaque fois. Première question, retour des étudiants. Que nous dit Olivier? La première réaction des étudiants est certainement la surprise. Ils ne s'attendent vraiment pas à me voir parler, à leur donner des explications sur le jeu, et particulièrement le raisonnement des lots. Ils bougent la carte, la tournent dans tous les sens. Ils apprécient le support qui apporte un certain rythme, une coupure par rapport à du contenu classique qui leur demande un effort de lecture. Ah, merci Olivier. Et voyons ce que dit maintenant Audrey par rapport à cette question. Donc, j'ai observé pendant le cours une réelle implication et une dynamique qui était différente par rapport à un cours classique. En soi, cela m'a permis d'apporter plus d'informations sur des thématiques et des points bien particuliers du cours. J'ai pu apporter notamment beaucoup plus d'interactivité à travers l'utilisation de supports pour expliquer, par exemple, un complément d'information sur un phénomène, une procédure ou autre. Donc, il y a eu un réel enrichissement et une réelle implication pendant le cours. Voilà. Donc, Olivier parle d'effet waouh. Alors, dans combien de temps va durer l'effet waouh? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, c'est tout bénéfice pour le cours. Et puis, Audrey note aussi, en fait, cette attractivité, cet engagement, en fait, des étudiants. En voyant la question sur le temps de travail. Le temps de conception globale du jeu est assez difficile à évaluer, puisque le projet a mûri dans ma tête avant de s'attaquer à la création proprement dite des cartes et à la rédaction des contenus. S'il fallait me mouiller, je dirais une 50aine d'heures pour l'écriture de ces cartes. Là, Audrey. Donc, le temps de conception en heures, je pense qu'il faut quand même compter une bonne dizaine, entre 10 et 20 heures de conception. Puisque ça va de la prise en main des applications qui permettent de créer, de visualiser les contenus. Il s'agit d'incruster une image, une vidéo, donc ça peut nous demander de faire une manip avec notre smartphone, avec la tablette, avec une caméra, de réfléchir au scénario pédagogique que l'on souhaite délivrer, à la maîtrise de la temporalité. Il ne faut pas que ce soit trop long, il faut aussi que le contenu soit mis à disposition rapidement, à l'évolution de la mise à disposition du contenu. Donc, ce sont des informations qui pour le coup, méritent d'être vraiment anticipées et d'être réfléchies bien en amont. Donc, il travaille quand même. Mais finalement, ça gâche pas l'enthousiasme. Mes collègues, ils sont très satisfaits de ce qu'ils ont fait. C'est vrai que ça valorise beaucoup en fait leur expertise et leur support. Pas question de la difficulté. Voyons ce que nous dit Olivier. Alors, il n'y a pas eu de réelle difficulté, puisque nous avions la chance d'avoir constitué une équipe projet particulièrement efficace
et que nous disposions de l'ensemble des personnes ressources en interne, qu'il s'agisse donc d'un ingénieur pédagogique, d'un graphiste ou bien d'un vidéaste. Ok. Audrey, donc, comme je vous le disais, elle n'a pas répondu à la question, mais elle ne voit pas trop de difficultés. Pourtant, je peux vous assurer qu'il y a du travail derrière et des fois, ça peut être un peu compliqué. L'intérêt, maintenant, Nous avons réalisé une petite expérimentation avec des groupes d'étudiants qui jouaient donc soit avec les contenus en réalité augmentée, soit avec les cartes sur lesquelles figurait le texte. Il semblerait donc que les étudiants ayant joué avec la réalité augmentée ressentent davantage d'émotions positives, moins de stress, d'ennui, et considèrent que l'apprentissage demande un effort mental légèrement moindre en comparaison avec le groupe contrôle ayant joué avec du texte. donc voilà pour Olivier. Donc effectivement, on a fait quelques mesures, mais ça reste bien sûr à être confirmé. Et voyons ce que dit Audrey. Quels sont les intérêts de ces supports pour enseigner? Concernant ma matière, c'est différentes possibilités qui s'offrent à moi. C'est d'enrichir par la vidéo, par une image ou un texte, voilà, en faisant apparaître une molécule, un atome qui vont vraiment apporter des contenus supplémentaires par un schéma, une photographie qui va permettre à l'étudiant de concrétiser la notion que j'aborde et d'avoir un réel retour visuel. Donc, je crois vraiment à l'apprentissage par l'interaction, par l'interactivité que peut apporter une image, une vidéo, un complément d'information sur un phénomène chimique. Donc, vraiment, c'est une plus-value qui est particulièrement intéressante grâce à la réalité augmentée. Voilà pour leur verbatim et leur témoignage direct. Donc, j'en arrive à la conclusion. Satisfait effectivement des résultats du témoignage. Et puis, sur la partie conception, peut-être à retenir que la nécessité d'avoir cette acculturation, une acculturation qui prend du temps, surtout sur ces nouvelles technologies immersives qui sont complètement différentes les unes des autres. L'utilisation de la méthode ADI, mais ça c'est pas révolutionnaire. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est toute la réflexion qu'on peut mener en collectif. Olivier, vous parlez d'une équipe pluridisciplinaire. C'est hyper confortable et c'est différents points de vue, c'est différents en fait regards sur le support. C'est très enrichissant et ça peut répondre. Ça donne en tout cas les premières réponses à cette question sur le design de ces supports pédagogiques. Voilà pour le résumé de ce que je viens de dire. Pour terminer et clôturer en fait cette présentation, pour moi les technologies immersives sont vraiment au cœur en fait de l'innovation pédagogique. Il y a aujourd'hui des bénéfices qui ont été mis en évidence, mais il y a encore beaucoup d'interrogations nombreuses. Plus on sera nombreux à tester et à fabriquer, plus justement on aura des réponses. Donc, je vous invite à proposer à vos équipes pédagogiques la création de ces supports et de pouvoir ensuite partager dans un nouveau rendez-vous de la communauté des talents pédagogiques vos résultats. Merci. Je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions, voilà, je suis prête à y répondre. Merci Audrey pour ta présentation. J'allais lancer les questions, mais je vois que Gabriel a levé la main, donc Bonjour, merci. Je suis Gabriel Jalam, donc je travaille à l'Institut Agro-Rhénan-Angers, donc à Rennes. Je suis ingénieur numérique. J'ai deux questions concernant votre présentation. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. La première question, c'est concernant l'apport de cette approche à la qualité de l'apprentissage. Comment vous avez pu
analyser si ce type d'apport a bien amélioré la qualité de l'apprentissage des étudiants? C'est la première question. Concrètement, est-ce que vous avez, par exemple, remarqué une meilleure note ou une meilleure appropriation de matériel appris? Deuxième question concernant le retour des étudiants. Donc là, dans votre présentation, vous avez communiquer le retour des étudiants à travers les enseignants qui ont dit que les étudiants sont intéressés. Il y en a même un qui a dit que les étudiants étaient surpris au départ. Mais ma question, c'est est-ce que vous avez, par exemple, mis en place peut-être un questionnaire pour questionner les étudiants pour recevoir le retour? Merci. Ok, merci Gabriel pour vos questions qui sont effectivement une des questions essentielles que je n'ai pas traitées. Oui, nous avons fait en fait des questionnaires et on a interrogé les étudiants sur l'impact de ces supports sur leur apprentissage. Oui, nous avons eu des retours des étudiants, mais je n'en ai pas parlé ici. Alors, aujourd'hui, on fait des tests et ce sont les premiers, en fait, supports qu'on intègre. Donc, je ne peux pas tirer de généralité. Ce qu'on a observé, nos collègues, mes collègues et moi-même, c'est un impact sur la motivation, l'engagement, la posture de l'étudiant qui est du coup beaucoup plus actif. Okay. Les résultats, Olivier en parle, les résultats sur l'apprentissage, pour lui, se traduisent en termes en fait d'engagement et de motivation, d'intérêt à la matière. Donc aujourd'hui, j'en dis pas plus, mais je travaille à exploiter ces données-là et peut-être que dans 6 mois, je serai capable de vous faire justement un retour par rapport à ça. Ok, merci. Avec plaisir. Merci. Moi, j'avais une petite question. Après, n'hésitez pas à prendre la parole à désactiver, enfin, activer vos micros. Moi, c'était plus une question focus sur ton rôle en tant qu'ingé péda. Ces deux questions qui se rejoignent un peu. Tu parlais de récolte des besoins, donc ça veut dire qu'il y avait de base un terreau d'enseignants assez demandeurs. Est-ce que ça a généré de la curiosité et de l'envie chez d'autres enseignants, premièrement? Et deuxièmement, tu disais que finalement, cette approche en réalité augmentée, c'était un peu quelque part un prétexte à questionner leur pratique pédagogique. En tout cas, ça avait été un peu le cœur du travail. Est-ce que tu as été confronté à des difficultés à ce niveau-là, du coup? Alors, première question, est-ce que ça a engendré l'intérêt, de l'envie? Alors, de la curiosité, beaucoup de curiosité, Mhm. et de l'envie, oui, oui. Euh, 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 ça donnait envie de faire. Et puis, ça a démystifié un peu ces technologies, notamment la réalité augmentée. Donc, ça faisait partie aussi de mes objectifs en tant qu'ingénieur pédagogique. Donc là, hop, bingo. Mais enfin, tu comprends, Clémentine, qu'en fait, la grosse question, c'est le temps à consacrer. Voilà. Donc, ça donne envie de faire. Et quand on dit, il n'y a pas de problème, alors, quel est ton scénario pédagogique? Et là, déjà, hop, il y a un petit blanc. Et en tout cas, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que quand on s'interroge, quand les enseignants, en fait, chercheurs, qui sont souvent d'abord des chercheurs et après des enseignants, ils s'interrogent sur leur scénario pédagogique, comment ils font, pourquoi ils le font, et on a tout gagné. Donc, de l'intérêt, oui, de l'envie, oui, pas forcément de temps pour le faire. Mais bon, moi, j'ai le temps. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et la deuxième question, c'était, excuse-moi, je n'ai pas noté. La deuxième question, c'était justement le fait que finalement cette envie-là de développer la réalité augmentée, ça avait été prétexte à questionner aussi Oui, ces pratiques pédagogiques et donc recréer un nouveau scénario pédagogique, oui, etc., que ça avait été un oui, peu le cœur du travail. Est-ce que oui. à ce titre, tu as été confronté à des difficultés en particulier ou
ou pas? Des difficultés à faire ou des interrogations pour l'enseignant-chercheur? Des interrogations, oui, voilà, peut-être qu'il partait avec l'envie d'utiliser la réalité augmentée, mais il était peut-être pas prêt à ce que ça vienne questionner vraiment sa posture et ses pratiques. Donc voilà, est-ce que ça a Oui. freiné quelque chose ou pas? Freiner, non, mais voilà, interroger. Mm. Et dans le bon sens. Donc, Ok, c'est parfait. Alors, pas tant sur les 2 exemples que j'ai présentés, hein, mais sur d'autres, en fait, d'autres exemples que je présente pas là, où effectivement, il y a eu, on va pas parler de remise en cause, mais un questionnement très fort. Ouais. Ok. d'accord, merci. Estelle avait une question également. Estelle, je t'en prie. Oui, bonjour. Donc, ingénieur technopédagogique à Rennes-Angers, collègue de Gabriel. Je reviens justement sur cette question pour savoir peut-être plus précisément quel a été le rôle de chacun, qui a fourni quel travail. Donc, l'ingénieur pédagogique, les enseignants et le prestataire. Et plutôt en tant que toi, ingénieur pédagogique, toi, tu les as plutôt accompagnés sur la méthode ADI, mais est-ce que tu as créé des ressources ou c'était le rôle des enseignants? Ok. Donc, ce que je privilégie, c'est l'expertise de l'enseignant et que je valorise. Donc, ils sont pas là pour faire l'ensemble du projet. Ils sont là en fait pour travailler leur contenu et leur scénario. Ok. Donc, dans cette méthode ADI, j'étais chef de projet. Je faisais en fait fonctionner les choses et comment je vais dire ça, j'ai servi de médiatrice parfois entre le prestataire et l'enseignant-chercheur. C'est un expert avec un vocabulaire d'expert, une précision, il a besoin de précision dans ce qu'il dit, etc. Et à certains moments, en fait, on a besoin finalement de prendre un peu de distance avec ça, d'expliquer, alors pas plus simplement, puisque on est bien sur de la médiation du savoir scientifique, donc il faut garder en fait sa substance et puis parfois sa complexité. Mais peut-être que à certains moments c'était compliqué pour l'enseignant-chercheur. En tout cas, le rôle de l'ingénieur, c'est là en tant que médiateur, faciliter les choses. Au final, ça pose pas de problème. Et moi, pour moi qui était important, c'est que l'enseignant-chercheur il valide ce que proposait le prestataire. C'est-à-dire que de façon très directe, il disait non, ça c'est pas bon, ça c'est une mauvaise représentation, c'est pas comme ça en fait en réalité. Et du coup, tout le monde y gagne. C'est-à-dire qu'on produit en fait un support de qualité. Voilà pour une première réponse. Rôle de chacun. Donc j'ai dit l'expert, l'enseignant chercheur c'est l'expert, le prestataire il fabrique en fait le support techniquement. Olivier, je sais pas si tu te souviens, Estelle, je me permets de te tutoyer. Oui. Olivier a expliqué qu'en fait il y a une équipe pluridisciplinaire. Pour son jeu de cartes, on a travaillé aussi avec la com. Et la com a produit tout ce qui est iconographie, design des cartes, etc. Donc c'était aussi très intéressant pour Olivier de pouvoir valoriser en fait ce qu'il avait dans sa tête par un objet en fait, je peux peut-être vous le montrer. Bouger, voilà. Bon, bref, un objet en fait concret. Il y avait cette partie-là qui était intéressante. En tout cas, tout le monde converge pour le bien du projet. Donc, il n'y a pas vraiment de tension et il y a de l'excitation puisqu'on voit après, au final comment en fait ce support pédagogique apparaît et est utilisé. Est-ce que Et j'ai répondu à... Oui. Oui, merci pour ta réponse. Et juste pour un ordre d'idée, le projet chimie, combien de temps il a mis, parce qu'on voit le nombre d'heures pour l'enseignant, mais combien de temps il a mis en tout? Là, on est sur... moi, j'ai commencé à travailler avec Audrey en 2021. Peut-être... alors, je ne sais pas si tu as repéré, il y a plusieurs supports. Finalement, il y en a
presque une dizaine. On est en 2023. Depuis 1 an et demi, ça tourne. Donc, Audrey a refait son support feuille de route du TD plusieurs fois. Je pense qu'il y a encore à travailler là-dessus. Parce que c'est un support qui est très riche. Il y a beaucoup d'infos. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est utile toutes ces infos? Elle n'a peut-être pas forcément la même réponse que moi, Audrey. Et c'est ça qui est intéressant. Juste pour anecdote, je suis allée au Laval virtuel là, au printemps. Là. Je suis allée avec Audrey. Et c'était hyper intéressant de pouvoir en fait se questionner tous les deux sur ce qu'on voyait. On n'avait pas du tout la même approche. Et ce dialogue comme ça, c'est hyper riche, hyper intéressant. Parce que, en tant qu'ingénieur pédagogique, des fois, on peut voir des technologies immersives, on dit ah c'est ça qu'il faut faire, etc. Mais finalement, des fois, l'enseignant-chercheur dit bon, je ne sais pas ce que je fais avec ça, je ne vois pas trop l'intérêt, je ne me projette pas finalement en train de l'utiliser, changer ma pratique professionnelle, je vois pas ce que ça m'apporte. Et dans ces projets-là, en dehors du Laval virtuel, on a ce dialogue-là et qui est, je dirais, fantastique. Ça fait avancer tout le monde. Merci beaucoup. Alors, je vois l'heure qui tourne. Alors, il y avait une question de Anne-Laure. On va en prendre 2 questions éventuellement. Anne-Laure, je t'en prie. Oui, merci. J'ai 2 questions bien distinctes. La première, c'est combien d'étudiants sont concernés finalement par la réalité virtuelle, enfin combien peuvent bénéficier et on va dire c'est quoi le groupe idéal, combien d'étudiants? On parlait de TD, donc avec des sous-groupes, j'imagine, combien d'étudiants? Et après, en termes de coûts, on parle beaucoup de coûts humains, coûts temporels, mais coûts financiers. Comment il a été budgétisé ce projet et à combien il se chiffre et qui le finance? Voilà. Oh là là, tout ça comme question. Ok, alors je réponds top chrono. Ok, combien d'étudiants? Alors aujourd'hui, donc on est en juin 2023, on a testé nos supports sur 200 étudiants. Donc, pour répondre, faire écho à la question de Gabriel, on a des retours, quoi. Mais on a des retours, des retours comme ça, spontanés. Je suis pas satisfaite en fait des questionnaires qu'on donne, donc je suis très prudente par rapport à ça. Mais on les a testés, c'est pour ça que je peux venir vous en parler. Ensuite, mais ta question c'était pas exactement ça. En fait, combien d'étudiants? Donc là, Audrey, elle a testé ça sur les premières années, en TD. Les TD sont en fait chez nous des groupes de 30. Ok. Et sur l'ensemble en fait de la promo première et deuxième année. Là, on est sur voilà, on a 9 TD, donc on est autour de presque 300 étudiants. Elle n'a pas fait tous les TD, tu vois, mais elle a pu tester ça dans ce cadre-là. Ok. Le challenge, c'est de faire ça en cours magistral, avec la question quel support on donne et comment on organise ça. Mais en TD, ça marche. C'est de la réalité augmentée, donc l'espace en fait dédié, vous l'avez vu sur les bulles, là, il y a encore une bulle là qui montre que on est sur en fait l'espace de la table, on scanne, donc ça va. Et puis on est 30. Donc on demande aux étudiants de prendre leurs écouteurs, s'il y a du son, ça passe. Mais un des challenges, c'est bien en fait le cours magistral, donc sachez qu'on y pense et qu'on imagine en fait des expérimentations à cette échelle-là. Ok. Je pense que j'ai répondu à tes questions par rapport à la taille. Ouais, super. Le coût, alors le coût, l'abonnement à ArgoPlay, c'est-à-dire la plateforme qui permet d'augmenter les feuilles, là, les documents papier ou n'importe quel support, c'est 3 000 € l'année. Ok. Voilà. Et ensuite, la création en fait des supports qu'on utilise via l'application Floxar a été budgétisée grâce à des réponses à appel à projet des AMI. Voilà. En Occitanie, il y a un certain nombre en fait d'appels à projets qui avaient l'objectif de financer des projets intégrant les technologies immersives, le numérique. Et grâce à ces réponses à appel à projet, on a pu financer
la création par Foxart de ressources 3D et augmentées. Voilà. Ok. Et là, c'est de la création 3D, donc le coût, ça s'envole, même si Foxart, si vous avez l'occasion de discuter avec lui, si vous avez l'occasion de faire un projet avec lui, ils sont très sympas. Ils sont adorables et nous, ils nous ont pas, en fait, pris en compte, en fait, l'ensemble de l'investissement que ça pouvait leur procurer. L'idée aussi, avec Foxart, c'est d'avoir ce partage-là. C'est une jeune start-up. Elles avaient besoin de tester aussi leur support. Donc, c'est un échange. Nous, on teste, on leur fait des retours et eux, ils nous créent, en fait, ce dont on a besoin. Et on le finance dans le cadre, en fait, d'un projet. Merci beaucoup. Je vois l'heure qui tourne. Merci Anne-Laure pour la question. Merci Audrey pour cette présentation. C'était vraiment super pro, super clair. Et la réponse aux questions aussi. Juste pour conclure, c'est vrai que moi, ce que je trouve super intéressant, c'est également, on se base sur les smartphones des étudiants, donc c'est du biode finalement. Donc c'est peut-être moins coûteux que d'investir dans une flotte de casques. Nous, je sais que j'utilise des Oculus Quest 2 notamment, mais c'est toute une logistique pour les mettre en place. Et je trouve que l'idée est intéressante finalement de se baser sur des outils des étudiants. Et j'ajouterais également que pour du low cost, entre guillemets, même l'usage de QR code dans des cours, par exemple des documents, des cartes, on flash le QR code, on peut très bien déjà avoir des informations aussi complémentaires. Ça peut être quelque chose aussi d'intéressant, mais ce ne sera pas aussi avancé que ce que tu nous as montré par rapport Immersif, quoi. Voilà, ce sera aussi merci, donc tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Clémentine également pour la co-animation. Et puis, n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur la newsletter, le YouTube, etc. pour être au courant un petit peu des prochains webinaires. Pour les dernières questions, étant donné qu'on est un peu pris par le temps, n'hésitez pas, on peut poursuivre les discussions sur le canal dédié sur le Discord. Tout à fait. Tout à fait. Et merci Audrey, merci Julien et merci à tous. Merci à tous de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de poser aussi des questions. Parfait. Bon appétit et à bientôt. À bientôt.